Oui, Oui, Aurélia, bonjour, Catherine sur l'audioconférence. Alors, donc je faisais patienter les participants. Nous avons 77 participants. Jean-Luc Plevrier nous a rejoint, c'est parfait. Alors Jean-Luc, vous nous entendez? oui, je vous entends. Parfait. Et nous avons donc également Philippe Rotor qui est avec nous. Nous attendions également un autre intervenant. Oui, mais il n'avait pas le lien, donc je viens de lui envoyer. D'accord, c'est parfait. Donc, je vais faire patienter nos participants. La réunion, donc, effectivement, a connu quelques petits. Nous avons donc dû remonter en urgence. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc Pevrier pour introduire cette webconférence, donc, qui est la troisième dans la gamme des webinaires donc, dédiés aux conséquences du Covid-19. Et donc, Jean-Luc vous propose d'introduire cette webconférence qui débute à 11h30. Bien, eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc aléas techniques qui peuvent être divers et variés. Aujourd'hui, on en avait à nouveau. Alors, sans perdre plus de temps, donc on accueille aujourd'hui dans cette webconférence Frédéric Bouissy, qui est directeur adjoint du Centre de formation des métiers de l'artisanat à la Chambre des métiers des Landes, donc, qui est basé à Mont-de-Marsan. Et également donc avec nous Philippe Rétoré, qui est formateur d'API Formation à Angers. Merci à tous les deux de ne pas d'être restés jusqu'au bout de de ces essais de connexion. Et puis merci de consacrer du temps à ce partage d'expérience que l'on vous propose effectivement d'avoir avec vous. Alors, ce que l'on vous propose en fait, c'est une réflexion autour des premiers constats. On arrive, là on est dans notre cinquième semaine, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, d'avoir effectivement une réflexion autour de ce qu'ils ont vécu, eux. On a fait le choix effectivement d'avoir des centres de formation qui sont sur des publics qui vont nous expliquer effectivement qui sont à la fois différents mais qui sont représentatifs aussi de ce que bon nombre d'organismes de formation peuvent avoir à gérer comme public, dans des dispositifs aussi qui n'étaient pas initialement conçus pour de la distance et des organismes de formation eux-mêmes qui ne s'étaient pas fortement, on va dire, engagés déjà dans la digitalisation de leur offre de formation. Donc voilà, ça aurait été plus facile ou l'exemple aurait forcément été différent si on avait pris une structure déjà à 50% dans le digital avec la moitié de ses formations tout à distance. C'était pas le but, c'était ce qui nous semblait intéressant, c'était de voir comment justement face à cette situation on pouvait à la fois réagir, comment est-ce que les apprenants acceptaient et vivaient cette situation et qu'est-ce que l'on pouvait en penser, comment est-ce qu'on pouvait se projeter un petit peu sur l'avenir. Alors, les difficultés, avant de leur passer parole, les difficultés, effectivement, on les connaît, c'est le manque de préparation, bien évidemment, puisque l'annonce a été faite le jeudi, il fallait que les établissements soient opérationnels dès le lundi, en théorie, dès le lundi 16. Des ressources d'apprentissage, donc un manque de préparation, un manque de ressources d'apprentissage numérique, puisque quand on n'est pas préparé effectivement à ça, on n'a pas forcément les ressources numériques sous la main, les moyens techniques qui peuvent faire défaut également, et bien évidemment les compétences des formateurs, compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositifs, qui n'avaient pas forcément été préparés, eux non plus, pour se projeter dans ces dispositifs 100% à distance. On a beaucoup tendance à se focaliser sur les formateurs. On interrogera Philippe et Frédéric aussi sur, bien sûr, les apprenants, ces stagiaires, ces apprentis, ces étudiants. Comment est-ce que eux, ils ont vécu aussi cette mise à distance? Quelles ont été les difficultés, aussi bien sur le plan technique peut-être que sur le plan des apprentissages? Comment est-ce qu'ils ont vécu aussi ces apprentissages? Et puis, on verra que ce qui est intéressant, ce sont aussi les bonnes surprises qui sont apparues un peu partout, et notamment donc à la CMA des Landes et à API Formation.
on crée de la ressource, donc on arrive à trouver des solutions avec des outils simples qui sont des outils qui sont en rapport avec les compétences, avec les connaissances des formateurs eux-mêmes. Et quoi qu'il en soit, on verra qu'on a fait un bond en avant grâce à cette immersion, peut-être à cet instant de survie, on ne sait pas. Ils nous diront ça plus précisément juste après. Alors, on va rapidement, effectivement, leur passer la parole. Je vais leur proposer déjà peut-être de nous présenter de façon à ce qu'on comprenne bien pour l'un et l'autre quels sont, je dirais dans quel environnement effectivement on arrive, qui sont ces deux structures de formation, à quoi elles préparent, les diplômes et leur public. On commence avec Frédéric, si tu veux bien Frédéric, sur effectivement le centre de formation des métiers de l'artisanat des Landes. Ah, alors on t'entend pas. Voilà, peut-être ton micro, vas-y. On n'a pas eu le temps de faire un Alors test j'avais fait là que ça fonctionnait maintenant, je pense. Voilà. Ah c'est bon. Oui, donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Voilà, donc très très rapidement, je pense que l'intéressant sera surtout dans les échanges sur tout ce qu'on a pu rencontrer. Très rapidement, alors moi je me présente, je suis donc directeur adjoint avec une connotation digital learning, puisque j'ai été ingénieur pédagogique à l'université de Bordeaux et j'ai un cursus dans ce domaine-là. Voilà, donc je suis quand même assez au fait de tout ce qui concerne la formation à distance et le digital learning. Ceci étant, nous sommes, je suis dans un établissement d'une chambre de métiers avec à peu près 750 apprentis pour dimensionner un petit peu l'établissement, une quarantaine de stagiaires en formation continue, de nombreux métiers avec plutôt un axe geste professionnel, hein. On est sur des métiers la pâtisserie, la mécanique, la coiffure, donc on va dire des métiers où le geste est important, hein. C'est aussi ça permet aussi de questionner ce que peut être la formation à distance sur des métiers de ce type-là. Aussi historiquement, même si depuis quelques années on essaie d'insuffler le digital, eh bien on n'avait pas développé à ce jour-là de formation au moins hybride. Du tout, hein, pas du tout. Des compétences qui restent à consolider chez les professeurs. Et puis j'étendrai avec un environnement numérique qui ne se prêtait pas à du travail à distance, puisque autant on va aborder bien sûr la partie formation, mais autant dans tous les organismes il y a bien sûr toute une structure administrative qu'il a fallu aussi et en même temps déployer à distance. Voilà. Donc c'est-à-dire que des dispositifs cloud qui étaient pas existants, voilà, et des connexions à des outils qui nécessitent des accès protégés, VPN, ce qui veut dire que lorsqu'on a quelqu'un qui n'a pas d'outils personnels à sa disposition, d'outils professionnels, eh bien on avait une impossibilité d'accéder à des outils de l'établissement. Voilà. Donc globalement, une quarantaine de professeurs, 80 personnes dans l'établissement, voilà, tout confondu, administratif et voilà. Donc et sur des alors des diplômes, pardon, oui, de niveau CAP, BP, Bac Pro et aussi une section en BTS. Tout ça en alternance, avec des alternances rythmées, 12 semaines par an jusqu'à 20 semaines par an. Voilà, globalement un public âgé en très grande majorité aux alentours de 18-20 ans, avec une spécificité puisqu'on se trouve dans les Landes, de l'hébergement. Donc des jeunes qui ont besoin d'un accueil particulier, des mineurs aussi. Donc tout ça, c'est important puisque la digitalisation, elle est dans l'absolu, elle existe, mais elle est toujours aussi adaptée à un contexte. Et voilà un petit peu le portrait rapide de l'établissement. D'accord, voilà, merci, ça nous permet de mieux cerner à la fois sur le caractère géographique et cette particularité, donc un internat, hein, donc si on comprend bien, dans l'établissement. Et donc ces niveaux de CAP, majoritairement donc CAP, Bac Pro et BP.
avec Philippe, même exercice, je dirais, voilà, un petit peu pour comprendre, avant de rentrer dans comment vous avez fait, essayer de comprendre quels sont ces publics, alors qu'ils ne sont pas des publics qui préparent un diplôme. Et Philippe va nous expliquer à la fois ce qu'est l'ADAPI 49 et ces formations pour lesquelles il intervient. Oui, alors je ne suis pas sûr comment mon micro fonctionne. C'est faible, mais on vous entend. Ok, d'accord. Ok, très bien. Du coup, je suis formateur au centre de formation ADAPI à Angers. Le centre de formation a des activités diverses. On a été créé par l'ADAPI 49 pour initialement faire de la formation continue pour les ouvriers en établissement de travail protégé, que ce soit les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, c'est une activité que l'on poursuit, mais qui, du fait du confinement, est en suspension. On a aussi des activités d'expertise auprès de la Maison départementale de l'autonomie. Mais ce dont je vais vous parler plus précisément, c'est notre collaboration avec le conseil régional et aussi avec Pôle emploi pour des actions qui sont avec le conseil régional dans le cadre du cahier Prépa Avenir, donc des actions d'orientation professionnelle, aider des personnes à répondre à les questions vers quel métier je vais m'orienter maintenant, des actions qui durent 4 mois et demi et qui sont en alternance avec des stages en entreprise. Et on a aussi des dispositifs avec Pôle emploi, un petit peu de la même nature, c'est-à-dire actifs projets pour aider les personnes à définir l'orientation professionnelle. Donc sur la vignette que vous voyez ici, c'est là un petit peu les modalités de mise en œuvre de l'action Prépa Avenir. Essentiellement, on a des personnes qui sont sur des parcours de 4 mois et demi pour élaborer ce projet, donc avec 3 stages en entreprise. Ça représente à peu près entre 10 et 20 groupes par an, je n'ai pas les chiffres exacts, 10 et 20 groupes par an d'une quinzaine de personnes, donc ça fait un nombre assez important de personnes. Il y a des entrées toutes les 6 semaines. Un nouveau groupe démarre toutes les 6 semaines en règle générale. Du coup, il a été compliqué de faire démarrer le groupe qui était prévu. Du coup, démarrer en distanciel, ça nous a semblé trop compliqué à ce jour, donc ce groupe est reporté. Donc l'expérience dont je vais vous faire part, c'est plus sur des groupes qui étaient en cours de route au moment du confinement. Voilà. D'accord. Ok, bah merci. Donc voilà, on a un public donc en préparation de son validation de projet professionnel, hein, donc on est très en amont, donc public demandeur d'emploi. Pour certains, je ne sais plus si vous nous avez dit la moyenne d'âge ou que l'on a sur ces groupes-là, enfin notamment sur celui sur lequel vous menez cet accompagnement. Oui, donc on s'adresse forcément à des gens qui sont sortis du système scolaire, donc ça peut être de 17 ans jusqu'à 58 ans, c'est possible. Donc on a des âges qui sont, il y a une hétérogénéité dans les groupes. Donc le groupe sur lequel on a des coupures avec Philippe, du coup. Moitié des participants qui ont moins de 22 ans et l'autre moitié qui a 40 ans. Ouais. D'accord, d'accord. Ok. Merci. Alors voilà, donc on voit à qui vous êtes adressé. On va revenir peut-être vers Frédéric pour savoir effectivement, bah, du coup, comment ça s'est passé à partir du 16 mars. Comment ce changement vous l'avez accompagné effectivement dans l'urgence comme tout le monde. Combien de temps il vous a fallu avant de Marsan pour mettre l'équipe, on va dire dans les rails et commencer à accompagner les apprentis. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je précise à chaque fois, c'est qu'on a été dans une situation d'urgence et pas dans un déploiement de formation à distance tel qu'on peut le concevoir. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'on en parlera peut-être sur la suite, c'est comment en fait on va vers cette digitalisation. Et là, on est plus sur comment on a géré l'urgence. Et le premier point a été immédiatement de se dire comment allons-nous faire pour rester tous connectés,
pour continuer à travailler. Autant donc connecter avec les jeunes, hein, pour qu'on puisse les accompagner sur un dispositif qui était à créer, et donc il fallait absolument qu'on ait les moyens de les contacter, mais aussi comment toutes les équipes, que ce soit les équipes pédagogiques et que ce soit les équipes de direction, puissent continuer à travailler pour mettre en place, puisqu'en fait la mise en place, elle avait ça de particulier, c'est qu'elle devait se déployer dans un moment où nous étions déjà à distance. Donc c'était une double contrainte, c'est-à-dire déployer de la formation à distance dans un environnement qui arrivait à distance. Donc l'idée, ça a été rapidement de trouver des solutions de réunion, hein, de réunion à distance. Donc on a fait la démarche d'acheter un outil un peu solide où on pouvait à la fois nous travailler sur des outils, dans des réunions, à la fois maintenir la cohésion avec les équipes. Hein, donc plusieurs fois par semaine, on avait organisé pour les professeurs des réunions, hein, plutôt descendantes d'ailleurs, puisqu'il fallait organiser ça, et en parallèle créer des groupes. Mais j'en parlerai peut-être plus précisément dans un deuxième temps, créer des groupes de travail pour irriguer un petit peu tout ça. Ce qui a été fait au niveau des jeunes, qu'on a vu partir, c'est immédiatement, premier niveau, c'est recueillir toutes les informations dont on avait besoin, c'est-à-dire consolider les adresses mail, consolider les numéros de téléphone et mettre en place un processus d'appel massif à destination des jeunes et des entreprises, puisque on était dans une phase d'incertitude sur la suite. Voilà, donc il y a eu un premier temps, on va dire, qui a été se doter des moyens et des processus minimums pour permettre le travail, c'est-à-dire la mise en route d'une réponse pédagogique face à ce confinement et dans un temps extrêmement court. Voilà, je ne sais pas si ça répond, et après j'irai plus loin. Là, on est vraiment sur la première phase. D'accord. Alors, on va effectivement questionner de la même façon, on reviendra après là-dessus. Questionner Philippe de la même façon, comment s'est fait ce passage également chez vous à DAPI du coup? Je vais redire un petit peu la même chose. On a été surpris par l'annonce et c'est quelque chose qui a été inimaginable pour nous. Puisque du coup, aucun en fait, n'est jamais arrivé. Nous, on travaille beaucoup en présentiel, puisque aider quelqu'un à réfléchir sur quel métier il va pouvoir s'orienter, ça se fait beaucoup en présentiel et un gros appui avec les stages en entreprise, les enquêtes professionnelles et les stages en entreprise. Du coup, la première vague, ça a été déjà les personnes qui étaient en stage en entreprise ne pouvaient plus continuer leur stage. Donc, ça a été un arrêt immédiat des stages en entreprise le lundi 16 mars. Donc, on a été obligé de contacter tous les stagiaires et toutes les entreprises pour informer de la nouvelle donne. Et ensuite, le conseil régional et le Pôle emploi nous permettaient de continuer l'action en formation, mais bien sûr sans pouvoir poursuivre le présentiel. Donc on a proposé à chaque personne de pouvoir continuer l'action de formation, mais bien sûr à partir de eux chez eux et nous-mêmes en télétravail. Donc il a fallu qu'on s'organise et la première chose qui a été importante pour nous, c'est d'avoir pu rassurer tout le monde sur la poursuite possible de la formation avec des modalités différentes. Donc la première chose, c'est qu'on a invité tous les bénéficiaires, tous les stagiaires, à se connecter sur un outil de visioconférence. Nous, on a opté Jitsi Meet un petit peu dans l'urgence. Il nous rend satisfaction. Donc on a pu faire une visioconférence avec les groupes concernés et donc rassurer les gens, disant que le conseil régional décidait de la poursuite de l'action de formation et donc de la rémunération qui est attribuée à cette action de formation, et à nous de mettre en place des modalités de poursuite de la formation dans cette étape de confinement. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. D'accord. Il y avait des vraies inquiétudes, c'est une question à tous les deux. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes effectivement de la part des bénéficiaires, donc stagiaires et apprentis du côté de Mont-de-Marsan?
Est-ce qu'ils sont venus eux, naturellement vers vous en disant mais Alors oui, comment oui, il ça y va avait se une vraie passer quoi? inquiétude puisqu'il y avait une inquiétude à deux niveaux. Il y avait une inquiétude parce qu'en fait, on allait vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire on allait vers un confinement, quelque chose qu'on ne connaissait pas, donc avec des entreprises qui allaient fermer. Donc en effet, on est en apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent certes faire des cours chez nous, mais qui sont en apprentissage dans des entreprises avec des entreprises qui allaient fermer. Donc ils allaient avoir une double perte de formation à la fois à l'entreprise et à la fois au CFA. Donc il y avait un vrai questionnement sur la suite, et puis aussi un questionnement sur comment est-ce que vous allez être en capacité de nous accompagner dans des formations à distance, parce que pour une très large part du public, ce sont des formations, ce sont des formats de formation qui n'ont jamais été vécus. Donc on a des jeunes qui n'ont jamais traversé ni à travers ce qu'ont pu vivre leurs parents, ni d'amis, une formation à distance, parce que malgré tout, même si on en parle de plus en plus, on est encore dans des pratiques qui restent à la marge. Hein. Voilà, donc on avait vraiment là-dessus, et c'est pour ça qu'en effet, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Philippe, un des premiers points, ça a été d'appeler tout le monde, les entreprises, les jeunes, en disant ne vous inquiétez pas, on va revenir vers vous, on est en train de s'organiser. Voilà, donc ça, ce point-là était vraiment important en effet, et ça continue d'ailleurs. Hein, on a toujours une équipe de fond qui travaille à les contacter régulièrement pour essayer de savoir où ils en sont. Est-ce que voilà, ça c'est vraiment important. Après, peut-être que j'entrerai dans le pratico-pratique sur sur le déploiement. Bon, on va peut-être juste écouter Philippe là-dessus, effectivement, parce que quand on avait échangé à quelques reprises, et vous me disiez, Philippe, que vous êtes quand même sur des formations qui sont fortement ancrées sur de la dynamique de groupe, sur effectivement une socialisation. Hein, vous disiez des personnes qui sont très éloignés des études, mais très éloignés de l'emploi, et qui quelquefois peuvent être, quand vous les accueillez, vous, en formation, des personnes qui peuvent être isolées. Alors, les remettre dans une certaine forme d'isolement avec la distance, est-ce que ça a généré une crainte par rapport à leur parcours qu'ils étaient en train de suivre chez vous? Oui, tout à fait. Je fais exactement ce que disait Frédéric. Donc, je redis ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, il a été question de rassurer les gens. Donc la première assurance, c'était que l'action se poursuivait et que la rémunération se poursuivait jusqu'au terme. Donc moi, je travaille sur un groupe qui a commencé mi-janvier, qui se termine le 2 juin. Donc on a vu au fur et à mesure des étapes. D'abord, premièrement, c'était un confinement de 2 semaines, qui a été prolongé de 2 semaines, et là qui est prolongé d'1 mois. Donc à la fin du confinement de 1 mois qui est en cours, le 11 mai, on sera rendu à 2 mois de confinement sur une formation qui dure 4 mois et demi. Donc vous voyez l'impact que ça peut générer. Donc en fait, ce que disait Frédéric, en fait, on est obligé de régulièrement faire des points de situation et de régulièrement de s'adapter aux nouvelles données comme on ne connaissait pas, qu'on a appris en cours de route. Donc ces rencontres, ces visioconférences avec le groupe ont été régulières. Je pense que c'est ça qui a permis aux gens de savoir où ils en étaient et où nous on en était avec eux, et donc de pouvoir ça interroge en fait le sens de la poursuite de l'action de formation. Sur 4 mois et demi, si on avait su qu'on allait être confiné 2 mois, les gens se seraient dit dans ces conditions-là, je ne sais pas si je vais faire la formation. Comme c'était engagé, c'était en cours, il a fallu régulièrement, on a été à nouveau interrogé sur le sens de tout ça. Est-ce que ça a du sens de continuer quand on doit réfléchir à un projet professionnel et qu'on ne peut pas aller le tester en entreprise? Donc c'était très important d'avoir ces temps d'échange avec eux. D'accord. Et donc, à la date d'aujourd'hui, vous avez conservé tous vos groupes, et comme on le voit à l'écran, donc il y a ces temps de visioconférence qui sont indispensables, qui sont réguliers, plusieurs fois donc dans la journée. Vous ou d'autres, ou certains ou d'autres de vos collègues sont en relation avec eux. Est-ce que c'est plutôt des visios tout le groupe, avec l'ensemble du groupe, ou il peut y avoir on va dire des réunions un peu plus individuelles, comme vous pouvez avoir, j'imagine, des entretiens individuels avec chacun des stagiaires? Vous posez la question à qui, Jean-Luc? À vous, Philippe, oui, pardon. Ah d'accord, pardon.
Oui, du coup, la visio, c'est un outil qui permet pratiquement de retrouver ce qu'on avait en présentiel. Un petit peu avec la délicatesse on autorise en fait les gens à mettre leur caméra, leur webcam ou non. Donc parfois, on sait qu'ils sont présents, mais ils n'ont pas mis leur webcam puisque les gens sont chez eux. Donc il y a un petit peu de délicatesse. Bon, je pense notamment à une jeune fille qui est maman, qui est fille mère célibataire, qui a son bébé sur les genoux en même temps qu'on se rencontre. Donc du coup, parfois elle met la webcam, des fois elle la met pas. Donc ça, c'est un outil. Après, ça nous permet d'indiquer un petit peu ce qui va se passer dans la journée ou dans les jours prévus. Ensuite, on utilise un travail sous forme d'activité. Donc on leur donne une mission, en quelque sorte, une mission à réaliser qui est le plus proche possible du thème prévu dans le programme de formation. On s'est rendu compte qu'il était important de donner du temps pour que la mission puisse se réaliser, puisque on est passé d'une situation où les gens étaient présents 35 heures par semaine en formation, en présentiel, à confinés chez eux avec leurs enfants. Donc il y a quelques personnes qui doivent faire s'occuper de leurs enfants, faire les cours pour leurs enfants. Donc ils n'ont pas la même disponibilité horaire, on ne peut pas attendre de leur part le même engagement à réaliser en termes de temps, ne serait-ce qu'en termes de temps, sans parler de l'aspect psychologique. Que sur la question du temps, on ne peut pas faire la même chose que si on était en présentiel 7 heures dans une salle. Donc les missions, on s'est aperçu que c'est important de leur donner du temps pour pouvoir les réaliser, de ne pas les surcharger de travail parce que du coup c'est explosif. Donc c'est une deuxième chose. Et puis donc vis-à-vis de ça, on a commencé à faire pour certaines missions des tutoriels qu'on n'avait jamais fait, expliquant comment on s'y prenait pour ça. Donc on a une fiche de mission, on a des tutoriels, on essaie d'utiliser le partage d'écran pour essayer de montrer autant faire que se peut comment réaliser des choses. Ensuite, ils les font. Et on s'est aperçu aussi qu'une autre chose était intéressante, c'était de panacher un petit peu les activités, et notamment on a fait appel beaucoup à des intervenants extérieurs. Donc beaucoup de gens sont confinés chez eux, ils n'hésitent pas à donner de leur temps pour expliquer soit ce qu'ils vivent, soit ce qu'est leur métier. Donc du coup, ils ont eu une intervention, par exemple, avec une Canadienne qui est venue expliquer comment ça se passait à Vancouver, le confinement, etc. Et d'un seul coup, de là où en fin de compte on se retrouve un peu chez soi enfermé, ça apportait comme une fenêtre qu'on ouvrait sur le reste du monde, quoi. C'est-à-dire des gens vivent un peu des choses similaires, mais ailleurs, au Canada, en Martinique, et on a eu un diététicien marocain qui est venu parler de son travail au Maroc. Donc du coup, c'était intéressant, ce panachage-là était très intéressant. Donc la variété dans les activités nous a permis de patienter. Et là, on a notre dernière hypothèse, on fait une hypothèse sur la levée du confinement au 11 mai, en disant on a obtenu de la part du conseil régional d'avoir 1 mois de formation supplémentaire pour pouvoir intégrer en juin, et finir en début juillet, le retour en entreprise. Mais c'est un pari. D'accord. Ok. Vous avez aussi justement des chefs d'entreprise qui sont venus témoigner, parler de leur métier, de façon à faire venir le chef d'entreprise dans le groupe, plutôt que ça soit le stagiaire qui lui halte dans l'entreprise. Alors des chefs d'entreprise non, mais des professionnels venant parler de leur métier, oui. Tout à fait. D'accord. Ok, merci Philippe. Alors Frédéric, comment, avec cette double difficulté que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le temps, les temps d'entreprise qui disparaissent, donc du coup la part d'apprentissage lui-même dans l'entreprise et les cours dans le CFA, comment est-ce que vous avez pallié Alors voilà, de façon en fait pratico-pratique, comment ça s'est passé? On a eu un premier temps déjà où il a fallu accompagner les équipes à utiliser des nouveaux outils, puisque on avait en fait une double exigence aussi, la continuité pédagogique, mais aussi la nécessité de s'inscrire dans une traçabilité qui allait pouvoir être utilisée pour nos financeurs. Donc c'est-à-dire que
il fallait non pas voilà dire bah écoutez débrouillez-vous et puis voilà un petit peu comment il faut faire, mais aussi encadrer de façon à ce qu'au moment des bilans on puisse avoir des éléments qui prouvent qu'on avait tout simplement le travail. Donc en fait comment ça s'est passé? On a d'abord donc on s'est doté d'outils. Alors on s'est tourné vers nos amis n'est-ce pas américains, hein, puisque c'était ceux qui étaient le plus facilement utilisables. Donc Google. On a créé 3 équipes, une par filière. On a créé aussi une équipe transversale d'accompagnement des collègues entre eux, c'est-à-dire qu'on a identifié chez des professeurs des personnes un peu plus à même de connaître les outils, et ils se sont aidés entre eux. On a été un petit peu puisque là aussi on change de position. On en parlera sûrement à la fin sur le après et la façon d'organiser les choses, la façon dont on manage. Je pense que ça va impacter énormément l'organisation d'établissement, puisqu'il a fallu donner la main de façon plus libre, puisqu'on avait aussi d'autres choses à faire et qu'à distance on ne travaillait pas de la même façon. Donc on a mis en place un dépôt aussi un dépôt de ressources, ce qui au passage a permis de faciliter ce qu'on peine à obtenir depuis des années, à savoir la capitalisation des productions des professeurs, hein, puisque tous les organismes sont un peu dans cette difficulté-là. Et donc là, on a permis de créer tout simplement un drive où les jeunes ont pu ensuite se retourner pour aller chercher de la ressource, et ça donc c'était le premier pas. Le pas suivant a été de commencer à avoir un petit peu de feedback et de relationnel avec les jeunes. Donc on s'est tourné vers un outil simple là aussi, puisque on était à la fois dans un besoin d'efficacité à très court terme, une prise en main extrêmement simple, puisque si on allait chercher des outils qui demandaient trop de compétences, eh bien les collègues n'avaient pas l'utiliser, et du coup on allait perdre cet effet-là. Donc on s'est tourné dans un premier temps vers un forum d'échange, puisqu'on n'est pas doté de plateforme de formation, hein. Alors c'est lié à une dynamique qui est la nôtre en ce moment, qui est une dynamique de régionalisation, et que pour l'instant la plateforme régionalisation elle peine un petit peu à être déterminée, en tout cas elle n'est pas déployée, et il n'est pas question d'aller vers une plateforme qui va se perdre, hein, puisqu'on sait très bien que la dynamique qui est engagée à un moment donné, elle peut très bien s'effondrer si on multiplie les outils, on multiplie les directives, voilà. Donc là, on est dans une phase de transition, on va dire. Et donc, en suivant du forum, puisqu'on a aussi des jeunes qui ont des difficultés avec l'écrit, il faut pas se le cacher, puisque l'entrée par l'outil aussi peut faire émerger des nouvelles problématiques qui sont parce que les jeunes ont du mal à écrire. Donc on est allé sur ce premier forum, qui est un forum tout simplement gratuit, hein, puisqu'on n'avait pas de financement pour ça, qui s'appelle Forum Actif, hein. Alors il y a pléthore d'outils, hein, c'était un des outils, j'en parlerai peut-être plus précisément si vous voulez avoir un éclairage là-dessus. Et puis là on continue maintenant avec une autre étape qui est de travailler sur des classes virtuelles. On développe l'outil Discord pour que là maintenant il puisse avoir un échange oral, puisque certains jeunes en effet sont restés trop discrets parce qu'ils avaient des difficultés à l'écrit. Donc on va dire qu'on est passé par des étapes. Première étape, on forme un peu le personnel à minima, à distance, à utiliser des nouveaux outils. Et là, on s'appuie sur du partage de compétences, hein, parce que il était difficile pour l'équipe de direction de piloter tout le monde. Donc on a sur un travail collaboratif, une co-construction des savoirs au niveau de l'équipe, puis un déploiement de ressources, puis un déploiement d'un outil de feedback qui est le forum, puis un outil d'échange oral. Et à chaque fois, avec un temps de pause entre ces moments-là, pour que chacun, à la fois les professeurs, mais aussi les jeunes, puissent s'approprier ces nouveaux modes d'échange et de formation. Et derrière, un gros travail d'appel téléphonique, de phoning, de la traçabilité via des formulaires. Voilà, donc voilà, on est passé par ces étapes-là, en laissant aussi le temps à chacun de trouver sa place, étant entendu que c'est vraiment un processus qui est en cours, hein, qui est toujours en cours, hein.
Alors, une question que j'ai vu glisser dans le forum un petit peu plus haut tout à l'heure, mais qui bien sûr vient tous à l'esprit pour des métiers comme ceux auxquels vous préparez effectivement à Mont-de-Marsan, c'est toute la dimension effectivement pratique, voilà, de l'enseignement professionnel. Mais dans l'enseignement professionnel, il y a une partie techno, mais il y a vraiment la partie atelier, hein, pour atelier, labo, donc toute la partie pratique de ces enseignements. Comment est-ce qu'on fait quand on est face, effectivement, quand on est coiffeur, à un moment donné, il faut bien faire des coupes. Quand on est mécanicien, il faut bien démonter un moteur. On n'en a pas forcément dans son salon. Alors si je peux, ouais, parce que je peux reprendre l'exemple de la coiffure parce que il est très intéressant puisque il se trouve que les jeunes, on a en même temps fait des sondages en coiffure, aucun jeune est en activité en entreprise. C'est-à-dire que là où on aurait pu s'appuyer sur, alors par exemple la Fest, hein, que l'on connaît pour vouloir être déployé, ben là typiquement on ne pouvait pas l'utiliser parce que même l'entreprise était fermée. Donc on s'est dit comment est-ce que on va essayer de valider ça parce qu'en effet on peut donner du contenu, on peut demander à travailler sur de la technologie. Et en fait, on s'est posé la question sur la compétence. Et la compétence sur un geste professionnel, elle est de deux niveaux. Elle est la compréhension du geste. Pourquoi je fais ce geste? De quelle partie il est composé ce geste? Ça, c'est la conscientisation en fait du geste. Et puis après, on a ce qu'on appelle le coup de main. Alors c'est sûr que le coup de main derrière son ordinateur, on peut pas l'acquérir. Hein. Voilà, quand j'étale de la pâte, quand je vais travailler à faire du pain, c'est un coup de main qu'on peut pas. Par contre, là où on peut travailler, c'est la conscientisation de pourquoi je fais ce geste et comment je dois le faire. C'est au moins une première étape. Et ce sont des étapes lorsqu'on a enseigné des cours professionnels, hein, ce qui a été mon cas. C'est souvent une étape nécessaire et surtout qui est souvent peu abordée en entreprise. C'est-à-dire que souvent on est sur la reproduction du geste. Et un des travaux importants en centre de formation, c'est d'expliquer aux jeunes apprentis, écoute, ce geste, il est composé de cette façon-là, et des choses auxquelles tu ne faisais pas vraiment attention, elles sont importantes et voilà pourquoi. Donc cette par conscientisation, l'idée c'est à travers des questions-réponses, d'aider les jeunes à comprendre ce geste-là. C'est en tout cas le plus que l'on peut faire, puisqu'en effet le coup de main, il ne peut s'acquérir que sur de la pratique. D'accord, ok. Philippe, est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui justement vous aussi passent habituellement par de la transmission en présentiel et que vous êtes arrivé par d'autres biais à leur faire des exercices, à leur faire travailler sur certains domaines en fait sur lesquels vous avez l'habitude de travailler dans le cadre de ces formations? Qui a priori paraissait pas évidente, hein, c'est aussi ça. Hein. Alors donc, je n'ai pas précisé qu'on a un petit peu de FOAD dans les actions de formation. On a notamment une plateforme qui s'appelle ePro Evolution, mais qu'on utilise peu en fin de compte, où on utilise certaines choses à l'intérieur de nos séquences en présentiel. On a une autre plateforme aussi qui est intéressante, auquel on a souscrit un abonnement il y a déjà un certain nombre d'années, qui est développée par la fondation JAE, qui s'appelle, avant ça s'appelait Pass Avenir, et maintenant c'est Pass Avenir encore, je cherchais le nouveau nom, mais c'est toujours ça. Qui permet aux gens de réaliser des activités, des actions qui vont dans le sens qu'on disait tout à l'heure, quel métier peut me convenir. C'est exactement ce que disait Frédéric. À un moment donné, on peut proposer des choses, des activités qui vont venir alimenter la réflexion. Très bien. Mais à un moment donné, il faut passer un petit peu à l'action. Et l'action, c'est la confrontation avec comment je vis ce métier auquel j'aspire. Si on n'a pas l'entreprise en face pour pouvoir faire cet essai, ce stage, c'est là que c'est compliqué. Donc du coup, pour autant, on a un peu développé ce qu'on faisait en présentiel en essayant de le séquencer. Je pense notamment à un gros travail qu'on a fait nous sur le portefeuille de compétences. C'est un outil qu'on présente, c'est un outil que les gens font, mais peut-être pas sans se l'approprier de manière aussi profonde, je dirais.
que là on avait du temps et donc du coup moi j'ai séquencé le travail sur le portefeuille de compétences en petites étapes et j'expliquais l'étape 1 il va s'agir de faire ça, l'étape 2 il s'agit de faire ça, etc. Où on a peut-être travaillé plus en profondeur. Et pour des gens qui étaient un petit peu, je dirais un peu réfractaires, si on voulait par là, pas forcément très intéressés par le travail scolaire au départ, réfractaires avec tout cet aspect de décortiquage, de travail sur papier, qui sont plus dans le faire dans le monde de l'entreprise, on s'est aperçu que petit à petit, en se confrontant à des choses parcellaires et avec une progression progressive, on voit des choses qui évoluent. Alors ça répondra toujours pas à la question quel métier je vais faire, ça répondra toujours pas à comment je vis ce métier, mais dans cet espace de confinement, dans cette attente, dans cette étape de préparation, on s'aperçoit qu'on engrange quand même des choses où la réflexion peut se maturer, où la réflexion peut avancer quand même. Là où une autre chose aussi, c'est là où on pensait que trouver des gens qui pourraient nous parler du métier que l'on envisage n'est pas possible. Finalement, un certain nombre de personnes se trouvant en confinement, on trouve des gens qui sont tout prêts à parler de leur métier, qui sont chez eux en télétravail. Donc c'est arrivé à les toucher. Et donc du coup, peut-être des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, voire Facebook, permettraient de lancer des messages lorsqu'on souhaite avoir des informations sur le métier X ou Y, de trouver des professionnels, de lancer des messages et trouver des gens qui accepteraient de discuter du métier. Donc dans cet entre-deux, les enquêtes métiers peuvent toujours se réaliser selon moi. Et du coup, c'est quand même une source d'espoir pour les gens. Là où ils pensent que tout est figé, finalement non, tout n'est pas figé. Il y a des entreprises qui ont repris le travail, il y a des professionnels qui peuvent accepter de discuter de leur métier. Donc du coup, ça peut sous-tendre, nourrir la réflexion dans l'attente du retour en stage en entreprise. D'accord. Alors, vous avez déjà commencé effectivement de répondre à la question qu'on pouvait se poser, qui est après les enseignements qu'on peut tirer. Donc, cet enseignement qui fait que, parce qu'on a peut-être un temps un peu plus étiré, on a une prise de conscience et on a peut-être un travail qualitatif, si j'entends bien, hein, qui peut être intéressant du coup à constater et à exploiter peut-être aussi par la suite. Quels seraient, Philippe, ce sur quoi justement, voilà, il serait intéressant de se dire ce sur quoi on peut capitaliser de cette expérience de contrainte, hein, de confinement. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des enseignements, est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez constatées pendant cette période qui pourraient être réutilisées demain de façon à du coup quelque part modifier le format des formations que vous proposiez jusqu'à présent? Oui, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir travailler en étapes séquencées, d'avoir des supports qui nous permettraient finalement, on peut présenter un support, que ce soit un support écrit, un support vidéo projeté, un tutoriel, présenter un support et se permettre peut-être, en étant dégagé de la présentation du support, d'être peut-être plus présent sur comment les gens s'approprient le support, comment on peut adapter la prise de conscience du support. Pour nous, je dirais c'est ça, ce serait un petit peu ça. D'accord. Donc provoquer un travail de prise de recul, un petit peu plus méta, plutôt que sur le faire lui-même, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Alors Frédéric, oui, comment est-ce que ça va se passer après c'est ça le plus intéressant, je veux dire. Parce que là, on a tous, enfin, en tout cas nous, on a vécu un moment de, alors, je dirais pas d'euphorie parce que le mot serait mal placé. Mais il y a une dynamique qui a été engagée
par cette urgence-là, et on a moi je vois très bien des collègues professeurs. D'ailleurs, on a pu créer, je vous dis, des équipes transversales, des choses qui n'existaient pas avant. On a une vraie dynamique de travail collaboratif au niveau des collègues. On a des collègues qui nous font remonter qu'ils sont devenus les experts outils face aux apprentis, en fait, puisque alors qu'il y a 8 jours, ils connaissaient pas du tout les mots caout et tout le reste. Donc ça les a aussi rassurés vis-à-vis de ça. Et moi, la première chose, c'est de dire bon, mais on revient, quand on rouvre, chacun reprend sa place et on perd toute cette dynamique. Donc non, parce que alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu traiter. Et qui ont manqué, ça c'est certain. Mais l'idée c'était de se dire comment on fait en effet pour capitaliser ça. Alors on a missionné nous quelqu'un qui est en charge de questionner absolument toutes les personnes de l'établissement sur en fait ce qu'ils ont trouvé durant cette période-là comme étant intéressant, comme étant limitant, et qu'est-ce qu'ils voudraient garder. Et ça va à la fois dans la partie pédagogique, c'est-à-dire que à la fois il a fallu mettre des choses en place. On a des réseaux parallèles qui se sont créés au niveau des apprentis, donc là aussi une dynamique collaborative qui a été créée. Comment eux aussi leur rapport au savoir a changé, puisque ne serait-ce que de déposer des ressources, ils ont bien perçu pour certains, ce qui n'était pas le cas jusque-là, la différence entre une ressource et un cours, quoi, un déroulé de cours, et que leur plus-value elle était là, elle était dans l'explication, elle n'était pas sur le savoir, sur le contenu. Et donc on a donc voilà quelqu'un qui va capitaliser un petit peu tout ça. Et puis bien sûr qu'est-ce qu'on fait aussi de ce moment-là pour s'appuyer sur un développement de la digitalisation ou de la pratique à distance. Puisque nous, typiquement, on est un établissement qui forme en alternance sur des métiers pratiques. On a quelques besoins, on va dire, sur la formation continue pour, on va dire, les stagiaires plus âgés. On a quelques BTS éventuellement qui seraient intéressés. Mais globalement, notre formation en CAP, en présentiel, elle correspond à un public qui est le nôtre, elle correspond à des attentes des métiers. Pourquoi est-ce qu'on digitaliserait? Et en fait là, immédiatement, on arrive la question là du déconfinement, c'est-à-dire le 11 mai. Et comment on fait pour ne plus mettre 30 jeunes dans une salle qui était faite pour 25? Parce que tout simplement, on ne va plus pouvoir le faire. Et donc là, rapidement, c'est de se dire, mais est-ce que ce qu'on a mis en place, en tout cas l'embryon, parce que moi je le dis à chaque fois, on n'est pas sur la formation à distance, on a été une réponse dans l'urgence. Mais comment on peut s'appuyer sur des solutions là, et comment on peut s'appuyer sur l'engagement des professeurs, la dynamique et l'émergence de compétences pour transformer ça et se dire ok, maintenant on sait pourquoi on va faire du digital, parce que là on a, ou de l'hybridation en tout cas, parce que là on a un vrai besoin pour répondre à des impératifs organisationnels, puisque le respect des gestes barrières, c'est pas pour le 11 mai, c'est pas pour le mois de juin, c'est pour certainement un an. C'est-à-dire qu'il faut concevoir une nouvelle organisation d'un établissement, et pour cela, eh bien, pour partie en tout cas, la formation hybride, c'est certainement une réponse. Et donc là, ça veut dire que derrière, il va falloir engager des plans de formation, parce que on arrive à un plateau. On voit bien, on a déjà échangé sur ce sujet. On voit bien que là, on a fait émerger des nouvelles compétences, mais on voit bien que pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de la mise en place de formation à distance, il y a une nécessité de se doter d'outils solides et de plateformes de formation, ça c'est certain, mais aussi pour les professeurs de passer à des niveaux de compétences supérieurs. On va parler de scénarisation, on va parler de tout ça, et comme on l'a vu dans les chats là de tutos, où en effet ça demande des compétences complémentaires, alors que certains vont vouloir développer, pas tous, parce que moi je suis pas certain en effet on ait vocation à développer des ressources en interne de façon très importante, mais en tout cas il est certain que là on va arriver à un plateau et qu'il est important pour nous de réfléchir à comment on va transformer tout ça pour ne pas que ça reste un épisode particulier dans la vie d'un établissement, quoi. D'accord. Et là, on peut imaginer que pour un établissement comme le tien, qui fait partie d'un ensemble régional, qui sont les chambres de métiers régionales avec tous ces établissements, il puisse y avoir aussi du coup une dynamique collective, parce que j'imagine que chez tes collègues, peut-être différemment, il se passe aussi des choses. Oui, mais c'est ça. Là, on a été
par la contrainte de l'urgence, en fait, on s'est retourné vers ces équipes de proximité. On se dit bon, on fait comment là, de façon pratico-pratique. On va pas attendre au-dessus, dire qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette réflexion-là, elle peut même descendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi donner la main aux collègues en leur disant bon, ben vous devez vous débrouiller. N'attendez pas nous qu'on vous donne toutes les réponses aussi. Il va falloir que ça émerge. Donc je pense que là, il y a un niveau. Il est certain que là, ça va pousser. Alors c'était déjà initié au niveau régional, mais ça va pousser un peu plus en disant ok, on a tous les mêmes problématiques. Maintenant, comment est-ce qu'on essaie de les résoudre de façon collective? Parce que là, on le sait très bien, la digitalisation, la capitalisation et la massification du travail, c'est vraiment un point d'entrée, quoi. Hein, voilà, puisque si je fais un tuto, si j'explique comment on va façonner une baguette, alors on le trouve en ce moment facilement sur Internet parce qu'il y a eu une explosion des baguettes, on va dire. Mais en tout cas, si on a besoin de construire quelque chose, l'intérêt c'est qu'il puisse être réutilisé. Et nous, voilà, on a à peu près 5000 apprentis, je crois, dans Nouvelle-Aquitaine, donc voilà, c'est vraiment, enfin, ex-Aquitaine, pardon, donc plus on est à 10 000, pardon, 10 ou 15 000 sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, là aussi, il y a un intérêt de massifier. Mais c'est clair que l'idée, c'est de maintenant dire, ok, on a franchi un premier pas. Un premier cap qui était important et franchement moi je pensais pas que tout le monde allait arriver à ce niveau-là, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait, quoi, et surtout de pas briser ça, c'est vraiment important, c'est vraiment un moment stratégique, je pense, là au niveau des établissements. D'accord. Et du coup, à la fois une prise de conscience qu'on peut faire en local, avec effectivement les compétences qu'on a à un instant T, et qu'il y a des projets qu'on est capable de manager et de faire vivre localement, mais dans une perspective effectivement beaucoup plus long terme cette fois, que ce soit sur la période de déconfinement que tu évoquais ou au-delà, hein, dans de nouvelles modalités pédagogiques qui pourraient être proposées par votre établissement, ce besoin de repenser aussi certaines choses dans un cadre plus large et notamment pour vous en l'occurrence le cadre régional. Philippe, ça amène aussi chez vous une réflexion au-delà de cette formation dont vous nous avez parlé. Ça amène une réflexion plus large également au niveau d'ADAPI formation, on va dire sur un échelon local, départemental, voire régional. En fait, pour l'instant, je dirais non. Pourquoi? Parce que du coup, on est toujours à traiter les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Encore dans l'urgence. L'étape qui arrive, voilà, c'est ça. L'étape qui arrive, c'est le déconfinement, et c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est-à-dire le déconfinement dans quelle proportion, dans quelle mesure il va pouvoir se faire. Donc notre équipe dirigeante a déjà se réunit très régulièrement et réfléchit à ça. On a des salles qui sont relativement petites, et donc si on doit respecter les distances pour les gestes barrières, peut-être qu'on va être obligé d'accueillir que la moitié des stagiaires un jour et l'autre moitié des stagiaires viendra le deuxième jour parce qu'on n'a pas les moyens matériels de pouvoir faire autrement pour respecter les gestes barrières. Donc si c'est ça, du coup ça va induire forcément une autre pratique et comment on va pouvoir faire. Et puis après la grosse question pour nous, si vous voulez, c'est le retour en entreprise. Dans quelle mesure le retour dans l'entreprise va-t-il être possible? Oui. Sans ce retour possible, réfléchir sur quel métier je peux faire, notre réflexion elle sera tronquée et donc l'action de formation risque de perdre en grande partie son sens. Donc on espère beaucoup la levée du confinement et puis les possibles retours en entreprise, mais là encore, comment va-t-il pouvoir se faire? Est-ce que ça sera possible dans tous les secteurs d'activité pour des gens qui voudraient travailler, par exemple, se confronter au monde des maisons de retraite? À mon avis, les maisons de retraite ne sont pas prêtes d'accueillir de nouveaux stagiaires en leur sein. Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent et on va les prendre un petit peu au fur et à mesure, comme elles arrivent.
D'accord. Bien, ben merci sur ces mots de conclusion. On a bien évidemment débordé au-delà de l'horaire prévu, mais on a démarré beaucoup plus tard aussi. Mais je pense qu'il est nécessaire de libérer tout le monde, y compris nos deux intervenants et témoins, donc Philippe et Frédéric. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. On sait que voilà, le confinement ne veut pas dire qu'on est forcément très disponible, et on sait que vous êtes l'un et l'autre très accaparés par vos différentes missions hein, au sein de vos établissements. Je voulais juste donc merci à nouveau, juste rappeler la prochaine webconférence du FOD, hein, donc n'oubliez pas, donc dans une semaine, le 28 avril, et là on parlera de quelque chose qui va aussi parler à nos deux intervenants de fracture numérique et formation à distance, parce que effectivement, pour pouvoir faire de la formation à distance, eh bien, il faut quand même pouvoir, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, accéder à ces outils numériques et à des connexions Internet, et donc, bien évidemment, comment cette fracture va amplifier d'autres fractures, comment cette fracture numérique va être un facilitateur ou un amplificateur de différents dysfonctionnements. Voilà ce dont nous parlerons mardi prochain. Merci encore à tous. Vous avez, il y a un petit questionnaire effectivement qui apparaît dans le chat. Hein, je crois, je sais plus si on l'a, de façon à ce que vous puissiez nous donner votre avis. Et puis pour revoir les webconférences, effectivement, Aurélia nous rappelle la chaîne YouTube donc du FOD où vous retrouvez l'enregistrement de toutes ces webconférences. Merci encore désolé pour ces soucis techniques qui vous ont peut-être obligé à rester un petit peu plus tard que prévu avec nous. Merci de votre patience dans tous les cas et de votre attention. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.